Bonjour à toutes et tous. Mon nom est Thomas Vasquez-Rojas. Je suis assistant de recherche au laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal. Pour la webconférence d'aujourd'hui, nous accueillons Maître Cléa Yavarené-Turcotte, avocate conseil à l'Institut national de la magistrature. Maître Yavarené-Turcotte présentera les grandes lignes de sa thèse de doctorat qui porte, comme le titre de la conférence l'indique, sur l'idée de placer le citoyen au cœur du système de justice. L'activité durera environ 1 heure et elle se divisera en 2 sections. D'abord, une présentation de 45 minutes et ensuite une période des questions du public de 15 minutes. Maître Yavarené-Turcotte, la parole est à vous. Alors, bonjour à tous. Alors, je me présente en 2 mots. Thomas l'a dit, je suis avocate conseil à l'Institut national de la magistrature. Donc, en gros, ce que je fais là-bas, c'est de concevoir des programmes de formation à l'attention, ou plutôt destinés aux juges canadiens et québécois plus spécifiquement. Sinon, j'ai, au niveau de mon parcours très rapidement, j'ai fait mon baccalauréat et ma maîtrise en droit à l'Université de Montréal et mon doctorat en droit à McGill. Sinon, je suis membre du Barreau du Québec depuis 2009. Et je souligne aussi que je suis une ancienne du laboratoire où j'ai travaillé de 2010 à 2014. Donc, ça me fait bien plaisir de participer à une activité du labo aujourd'hui. Je veux aussi dire bonjour, en fait. Ouais, bonjour et merci en même temps au professeur Benny Clef, qui m'a gentiment donné la chance de m'adresser à vous aujourd'hui et de présenter les grandes lignes de ma thèse. Vous devinez que c'est bien agréable pour moi de vous présenter donc ce travail-là, surtout sachant que le dépôt, la soutenance sont derrière moi. Donc, c'est une toute autre ambiance pour moi aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran pour vous présenter ma présentation PowerPoint. Alors voilà, en guise d'introduction, je me suis dit que ce serait intéressant de vous raconter un peu la petite histoire de comment j'en suis venue à choisir ce sujet-là. Parce que ça s'est fait un peu par accident en réalité. C'était ce que j'ai appelé un accident heureux. Alors, on est en juin 2014 et à l'époque, je viens de soumettre à mon directeur une tentative de problématisation de thèse. Et j'insiste sur le mot « tentative ». Et donc, dans ce document, je dresse notamment le constat selon lequel, aujourd'hui, le citoyen n'est pas au cœur du système judiciaire québécois et que pour cette raison-là, il faut l'y placer ou l'y mettre. Et je m'appuie pour ce faire sur les mots de l'Observatoire du droit à la justice qui sont reproduits sur la diapositive que vous voyez et qui vont comme suit. Le discours sur la justice doit changer. Au-delà des élans romantiques sur la sublimité de la justice et sur la pratique du droit comme sacerdoce, la recherche de la justice avec un grand J, il faut rappeler que l'activité judiciaire est d'abord et avant tout un service public. On évitera alors de définir ces dysfonctionnements et ces archaïsmes comme des vertus et on replacera le justiciable au cœur du système. Donc, est venue ensuite la rencontre avec mon directeur pour discuter de cette problématisation et à la lecture de la formule qui est soulignée dans l'extrait que vous voyez, une formule à laquelle il faut dire, moi, j'ai adhéré spontanément et même avec enthousiasme. Bien, mon directeur, lui, beaucoup plus sceptique, a eu cette question toute simple. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par replacer le justiciable au cœur du système? Donc, derrière cette question, évidemment, il y a une critique dont j'ai vite pressenti l'importance et elle a fait naître un doute, m'a amené à me questionner. Donc, je me suis dit, au fond, cette idée de faire du justiciable le centre de l'institution judiciaire a-t-elle même un sens? Donc, est-ce que c'est de la rhétorique au sens d'une formule creuse, sans raccord visible avec la réalité, ou au contraire, est-ce que c'est une idée qui est suffisamment précise ou incarnée pour constituer un réel objectif, donc un objectif qui soit réalisable en pratique? Donc, au final, cette interrogation-là, elle est devenue, je dirais, tenaillante et je l'ai estimée suffisamment profonde et porteuse pour lui consacrer ma thèse en entier. Donc, ma question de recherche peut être résumée comme suit. Que signifie concrètement l'idée de placer le citoyen au cœur du système de justice? Et là, je précise immédiatement que le sens qui m'intéresse, c'est celui que lui donnent ceux qui défendent l'idée.
une idée que j'ai au passage baptisée recentrage ou encore centrement pour faire plus court. Donc, je n'ai pas cherché à exposer le sens que pourrait ou devrait prendre l'idée de recentrage selon moi, essentiellement pour des raisons de faisabilité. C'est-à-dire que assez tôt dans mes travaux, il m'est apparu que l'étude sérieuse et rigoureuse de la question du sens que prend le centrement pour ceux qui l'avancent allait nécessiter que j'y consacre ma thèse au complet. Et donc, je ne disposais, si vous voulez, ni du temps ni de l'espace requis pour répondre personnellement à la question si je voulais aller au bout de ce que signifie le recentrage pour ses tenants. Et je vais ajouter que pour moi, le fait d'examiner le sens du centrement pour ses tenants d'abord, ça représente aussi, si vous voulez, un passage obligé, une première étape obligatoire pour qui cherche à mettre au jour sa signification précise. Donc, c'est l'idée qu'avant de donner son propre avis, il faut d'abord écouter ce qu'ont à dire ceux qui, au fond, y ont pensé en premier avant moi. Donc, chercher à comprendre finalement avant de se prononcer. Ça m'amène à mes objectifs de recherche. Donc, le premier et le plus élémentaire, je dirais, c'est de rendre compte de l'existence de tout un discours de recentrage. Selon moi, cette idée de placer le citoyen au cœur du système, elle est constitutive d'un discours et c'est un début de ma thèse que de montrer en quoi. Maintenant, en plus de donner à voir un certain discours, bien, je cherche aussi et surtout à le comprendre. C'est mon deuxième objectif et de loin le plus important au regard de l'ensemble de ma démarche. Donc, c'est d'abord parce que ma question est celle du sens du recentrage et que mon objectif premier est de comprendre que j'ai retenu la recherche qualitative comme approche méthodologique. En effet, il faut savoir que les méthodes qualitatives, elles s'intéressent justement à comprendre les phénomènes sociaux. Et puisque j'étais moi-même à la poursuite de signification, pour citer Pierre Payet et Alex Mucchielli, il y avait adéquation entre ma question et mon objectif principal de recherche d'une part et l'analyse qualitative d'autre part. Au plan de la méthode précise, je me suis arrêtée sur l'analyse de contenu. En réalité, l'analyse de contenu, c'est une expression parapluie qui désigne un ensemble de méthodes d'analyse des documents qui permettent d'expliciter le ou les sens qui y sont contenus. Donc, cette analyse peut être quantitative, qualitative ou mixte, c'est-à-dire un mélange des deux. Donc, pour ma part, j'ai opté pour une approche qualitative. Et dans la grande famille des techniques d'analyse qualitative de contenu, j'en ai retenu deux. Donc, l'analyse thématique d'abord et l'analyse lexicale et syntaxique ensuite et subsidiairement. Donc, en deux mots, l'analyse thématique, elle permet le repérage, le regroupement et l'examen discursif de thèmes qui sont abordés dans un corpus. Quant à l'analyse lexicale et syntaxique, elle va s'intéresser non plus au fond, mais bien à la forme, dans l'optique d'appuyer ou de confirmer certaines conclusions. Donc, voyons maintenant très concrètement comment je m'y suis prise. Donc, tout d'abord, il me fallait constituer mon échantillon. Donc, c'est ce que j'ai fait en rassemblant 127 documents qui contiennent ou énoncent l'idée de recentrage. Donc, ces documents-là, ça va du projet de loi jusqu'au billet de blog, en passant par toutes les catégories de documents qui se retrouvent généralement sous l'entête doctrine d'une bibliographie en droit. Ensuite, j'ai procédé à l'analyse thématique de ces sources. Donc, pour ce faire, je me suis d'abord familiarisée avec le corpus, après quoi je l'ai codé, c'est-à-dire que j'ai lu, étiqueté et classé le contenu. Mon codage était guidé par les questions spécifiques qui sous-tendent mes deuxième et troisième parties de thèse, à savoir celle du pourquoi recentrer et du comment recentrer. Donc, en effet, dans l'optique de comprendre la proposition de centrement, d'abord, c'était important de poser la question de savoir pourquoi il convient, selon les tenants du recentrage, de placer le citoyen au cœur du système. Et ensuite, il s'agissait aussi de comprendre comment y parvenir, toujours selon eux. Donc, concrètement, chaque fois que je rencontrais une réponse dans une source à l'une de ces deux questions du pourquoi et du comment, je la codais. Et ça m'a permis de constituer deux relevés de code. L'un sur ce que j'ai appelé les fondements justificatifs du recentrage et l'autre sur ses sens ou ses composantes pratiques. La troisième étape a été celle de la thématisation. Donc, essentiellement, ce que j'ai fait ici, c'est de combiner les codes entre eux de manière à les organiser en thèmes signifiants, c'est-à-dire des thèmes qui, ultimement, me permettraient de répondre à ma question de recherche. Par la suite, je me suis employée à les représenter visuellement.
ses thèmes et ses sous-thèmes. Donc, l'objectif ici, c'est de faire apparaître les liens entre eux, les relations, le tout dans l'optique de pouvoir procéder ensuite à leur analyse. Et c'est ce que j'ai fait dans la 5e et ultime étape, qui est celle de l'interprétation. Donc, à ce moment-là, c'était de mettre mes thèmes en perspective, si vous voulez, ou de chercher à les faire parler. J'en viens à ma première grande conclusion, à savoir que l'idée de recentrage, elle est bel et bien un discours. Je note que je prends ici le mot discours dans son sens commun. Pour moi, c'est un terme qui désigne une idée qui est maintes fois, sinon sans cesse répétée, par un éventail de personnes suffisamment étendues pour que se construise autour d'elle toute une rhétorique. Maintenant, sur quelle base est-ce que je dresse le constat d'une idée qui est constitutive d'un discours? Bien, il y a d'abord son indéniable popularité. Le recentrage n'est pas un message isolé, véhiculé uniquement par une poignée de convaincus. Au contraire, on est vraiment en présence d'une idée tout à fait récurrente, voire omniprésente. Cette récurrence-là tient non seulement au nombre de ces occurrences dans la documentation, et je rappelle ici que mon échantillon comptait 127 documents quand même, mais aussi à leur étalement dans le temps. C'est-à-dire qu'on plaide pour la mise du citoyen au centre du système depuis au moins la seconde moitié des années 80. Et on le fait encore aujourd'hui, donc ça représente une période de plus de 30 ans. Autre point important, les tenants du recentrage sont non seulement nombreux, mais ils sont issus d'horizons divers. Donc, je veux dire par là que parmi eux, on compte autant des observateurs de la scène judiciaire, donc pensez professeurs, journalistes, organismes, que des acteurs de ce monde-là, de la justice, donc évidemment juges, avocats, aussi des spécialistes de l'administration judiciaire. Et parmi ces acteurs judiciaires, mais il y a aussi des décideurs comme des ministres de la Justice. Ces gens-là nous viennent au surplus des 4 coins du monde, donc Canada, France, Belgique, États-Unis, Angleterre, et j'en passe beaucoup. Donc, en ce sens, on peut dire que l'idée, elle transcende en quelque sorte les allégeances. Autre point, c'est une idée qui est très nettement dans l'air du temps. Elle est particulièrement prégnante en justice civile, un domaine dans lequel elle correspond à une évolution récente en matière d'accès, d'évaluation et de réforme. Et d'ailleurs, je dirais que je me suis rapidement aperçue qu'il me suffirait de chercher des documents récents dans ces 3 sous-domaines-là pour être presque certaine, en fait, d'y trouver des affirmations de la nécessité d'un recentrage. Donc, le fait d'être capable d'anticiper où je trouverais l'idée montre bien qu'on est en présence d'une proposition qui s'inscrit vraiment dans un discours qui est tout à fait actuel, en fait. Et je dirais qu'enfin, on trouve confirmation du fait que l'idée constitue un discours quand on se rend compte qu'elle est avancée aujourd'hui dans plusieurs domaines autres que le droit. Par exemple, en affaires, en gouvernance publique, en santé, en éducation et en design. Donc, on a, à mon avis, si vous voulez, un seul et même discours qui trouve écho dans différentes sphères d'activité. Alors, je vais maintenant aborder mon deuxième objectif de recherche qui était, si vous vous souvenez bien, celui de comprendre le discours de recentrage. Donc, mon étude m'a permis de mettre en lumière la multidimensionnalité du discours, c'est-à-dire que c'est un discours qui a plusieurs dimensions ou facettes. Et je vais vous présenter ces 3 dimensions principales aujourd'hui. Donc, la première, c'est le discours de recentrage comme prise de position. Donc, pourquoi faut-il placer le citoyen au cœur du système selon les tenants du recentrage? Bien, la première partie de la réponse se tient en une phrase, parce que la justice est un service public destiné aux citoyens, sa raison d'être. C'est la vision de la justice et du citoyen à la base du discours de centrement. On a là une évidence selon certains, mais aussi une vision simpliste, même réductrice selon d'autres. Pour moi, j'y vois essentiellement une prise de position. Il faut comprendre que la majorité des défenseurs du centrement sont juristes. Ce sont des juristes qui parlent en fait à d'autres juristes, leur auditoire principal. Donc, on a, si vous voulez, un dialogue qui se tient à l'intérieur même de la communauté juridique. Et quand les tenants du recentrage, qui sont donc des gens formés en droit pour la plupart, résument la justice à un simple service public en passant sous silence ses autres faces ou natures, bien, ils ne nient pas qu'elle est autre chose aussi, à savoir un pouvoir, une autorité ou encore une activité régalienne. Simplement, ils cherchent à mettre en relief cette dimension précise de la justice plutôt qu'une autre, et ça, bien, ça relève du choix.
Maintenant, pourquoi faire ce choix? Eh bien, d'abord parce que, selon eux, les acteurs judiciaires sont prompts à perdre de vue que derrière l'idéal de justice qui guide les tribunaux se cache une activité plus terre-à-terre, qui est celle de servir les citoyens qui, jour après jour, se présentent à leur porte. Donc, ils ont, en d'autres termes, tendance à oublier ce que j'ai appelé la justice-service public, et donc les juristes pro-centrement s'emploient à la rappeler, si vous voulez, à leurs collègues. La rappeler, mais aussi la remettre à l'avant-plan parce que, toujours selon eux, il s'agit d'une dimension qui est trop souvent occultée. Donc, sciemment, ils présentent la justice comme service public en ne mentionnant que cette facette parce que c'est elle et non les autres qui sont actuellement négligées. Et ça, c'est encore plus vrai de la figure du citoyen qui est posée en véritable raison d'être du système de justice en entier. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que pour certains, et en particulier certains juristes, il est faux d'affirmer que la justice est entièrement vouée au justiciable, sa raison d'être. En fait, ces critiques nous disent essentiellement que la justice ne sert pas qu'à fournir une voie d'accès à la justice. Elle n'a pas, en d'autres termes, une finalité unique. Ses objectifs sont plutôt multiples et surtout, plusieurs sont publics ou sociétaux, au sens où ils touchent la société dans son ensemble plutôt que le citoyen seul choisissant d'ester en justice. Donc, il s'ensuit que pour ces critiques-là, faire du citoyen toute la raison d'être du système, c'est un peu comme délaisser la société au profit de l'individu seul ou encore faire primer celui-ci sur le groupe auquel il appartient. Maintenant, en réalité, lorsqu'on s'attarde, comme je l'ai fait, au discours, on découvre que celui-ci est plus nuancé qu'il n'y paraît et que ceux qui le tiennent sont bien conscients du fait que les tribunaux servent à la fois l'individu et la collectivité. Cela dit, s'ils choisissent tout de même de faire du citoyen toute la raison d'être du système et s'ils l'affirment haut et fort, souvent sans autre nuance ou sans autre précision, c'est vraiment qu'ils prennent parti pour ce citoyen. Donc, ils se rangent de son côté, ils choisissent d'embrasser sa cause plutôt qu'une autre. Et ils le font parce qu'à leur sens, c'est de son sort qu'il faut se soucier davantage en matière de justice. Et ça m'amène à parler du discours comme d'une dénonciation, qui est la deuxième dimension dont je veux traiter aujourd'hui. Donc, la vision d'une justice au service du public, sa raison d'être, c'est pour les défenseurs du centrement un idéal. Donc, ça exprime ce qui devrait être plutôt que ce qui est. Parce que pour eux, il existe un important décalage entre la justice telle qu'ils la conçoivent et la réalité. Donc, à leur avis, le système judiciaire se serait, dans les faits, sensiblement éloigné de sa mission de service public. Il aurait perdu de vue son destinataire premier, le citoyen, et c'est la raison pour laquelle il plaide pour un système judiciaire qui est repensé autour du citoyen. Ou plutôt, c'est la deuxième partie de la réponse, si vous voulez, à la question du pourquoi recentrer. Donc, on constate que si leur position prend appui sur une vision théorique de la justice, elle s'ancre également et surtout dans un constat pratique, celui de l'écart notable qui existe entre la justice telle qu'ils la voient dans l'absolu et la justice des faits ou du monde réel. Ce décalage entre théorie et pratique ou entre idéal et réalité, on le voit d'abord et avant tout dans le fait que la justice tient le citoyen profane à l'écart ou à bonne distance. Cette distance fait en sorte qu'en pratique, il n'est pas au cœur du système comme il devrait pourtant l'être. Et ça, on le constate non seulement dans l'inaccessibilité de la justice, mais aussi dans le fait que cette justice-là, elle est tournée sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle est centrée sur ses acteurs plutôt que sur ses usagers. En effet, pour les tenants du recentrage, le système aurait été imaginé non seulement par les professionnels de la justice, mais également pour eux. Et pour le montrer, ils nous entraînent sur le terrain, aux côtés du justiciable, et nous font voir ce que voit le profane de son entrée au palais jusqu'à sa sortie, à savoir un système pour initier seulement. Ils montrent en outre que dans son fonctionnement quotidien, le système sert d'abord les intérêts des professionnels du droit, ce qui les amène à conclure à une justice au service des juristes. Enfin, ils exposent de quelle manière la justice a tout d'un domaine réservé aux seuls experts du droit, qui est une autre des raisons pour laquelle ils l'estiment centrée sur elle-même. Donc, cette démonstration critique dont je me suis contentée de reprendre ici les grandes lignes, elle est en quelque sorte le cœur de l'argumentaire des tenants du recentrage. En effet, selon l'analyse que j'en fais, ce discours de recentrage, donc, il est tenu à dessein.
C'est-à-dire que les défenseurs du centrement sont animés de ce que j'ai appelé une intention spécifique et commune. Ils veulent dénoncer le statu quo qui prévaut en matière de justice autant qu'ils cherchent à conscientiser la communauté juridique, un milieu qu'ils souhaitent bousculer. Donc, ce sont des juristes de tout acabit qui disent essentiellement à leurs confrères et à leurs consoeurs: prenons conscience collectivement d'un état de fait qui ne peut plus durer et que par notre silence, notre inaction, notre indifférence, on contribue à reconduire au point où on en devient presque complice. Donc, ensemble, dirigeons enfin notre regard vers le profane, adoptons son point de vue, cherchons à satisfaire ses besoins et attentes plutôt que les nôtres, ou au moins avant les nôtres. Faisons de lui notre priorité, le point de départ de notre réflexion en matière de réforme, et enfin, faisons-le participer. Donc, ce que je viens d'énoncer, ce sont ce que j'ai appelé les 6 commandements du recentrage. Donc, il faut savoir que les défenseurs du centrement ne se contentent pas de critiquer. Passé le stade de la dénonciation, ils s'emploient à défendre la nécessité, voire l'urgence d'un changement en faveur d'un recentrage. Donc, c'est, si vous voulez, l'étape de l'appel à l'action, la phase déclaratoire, que l'on voit notamment dans ce que j'ai appelé la portion prescriptive du discours. Donc, c'est vraiment l'idée qu'après avoir expliqué ce qui cloche avec la justice, ceux qui plaident pour qu'elle soit repensée autour du citoyen font connaître leurs directives dans l'optique de corriger le tir. Et ensemble, ces directives ou commandements donnent à voir le discours sous un autre jour qui est celui de l'injonction. Je vais prendre une petite gorgée d'eau ici. Donc, j'en viens maintenant à la troisième partie de mon intervention dans laquelle je vais je vais répondre à ma question de recherche. Donc, cette question consistait, je le rappelle, à déterminer si le recentrage n'est que beau discours ou s'il est permis d'y voir un objectif pratique. Un objectif qui pourrait dès lors constituer le moteur ou le guide d'une réforme éventuelle du système. Bien, mon analyse thématique m'a permis de découvrir que l'idée n'est pas que théorique ni simplement rhétorique. Elle peut au contraire se traduire en mesures concrètes. En d'autres termes, si elle est une prise de position, une dénonciation et une injonction, elle est aussi au final un objectif pratique. Et si je dresse ce constat, c'est d'abord en raison des nombreuses applications pratiques de l'idée ou ce que j'ai appelé stratégie de centrement que j'ai pu recenser dans le cadre de mes travaux. Donc, si vous voulez, ce sont toutes les propositions que les défenseurs du centrement avancent pour mettre en œuvre leur grand projet. Quoi d'autre? Ces mesures-là peuvent toutes être ramenées à l'une ou l'autre de ces 4 cibles distinctes, donc le système de justice entendu largement, le palais de justice, les acteurs judiciaires et enfin le citoyen lui-même. En effet, chez les tenants du recentrage, on souhaite changer le système au sens large, qui est représenté ici par la balance, et le tribunal en particulier, symbolisé évidemment par l'icône du palais de justice. Donc, avec ces 2 premières cibles, on constate déjà que les défenseurs du centrement veulent agir sur l'institution qu'est la justice. Maintenant, ils veulent tout autant agir sur l'humain, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire qu'ils proposent de transformer les pratiques professionnelles par des mesures qui sont dirigées vers les acteurs du monde judiciaire. C'est la 3e cible du recentrage qui est représentée en bas à gauche. Enfin, ils souhaitent encourager un changement chez chaque citoyen pris individuellement. C'est, vous l'aurez deviné, la 4e et dernière cible du recentrage qui est en bas à droite. Donc, il faut savoir que dans le cadre de mes travaux, j'ai répertorié de très nombreuses mesures pratiques associées à chacune de ces 4 cibles-là. Évidemment, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de les couvrir toutes avec vous. Après tout, ça représente environ le tiers de ma thèse, qui est une très longue, pas mal longue thèse. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est de tenter de brosser le portrait des grandes orientations prônées sous chacune de ces cibles-là. Donc, je vais donner une idée, si vous voulez, de la teneur des changements proposés à ces 4 échelles ou à ces 4 niveaux d'action. Et évidemment, je vais donner quand même quelques exemples pratiques lorsque pertinent. Donc, commençons. Le tableau que vous voyez reprend les grands thèmes qui sont associés aux 2 premières cibles, à savoir le système et le palais. Donc, pour le système d'abord,
Le ressentage rime dans l'esprit de ceux qui plaident pour lui avec un système de justice qui est repensé à la fois matériellement et territorialement. Donc, au plan matériel d'abord, on souhaite qu'il prenne un virage multidisciplinaire. Donc, c'est l'idée de rendre justice en concertation ou en travaillant ensemble, comme on a coutume de l'entendre. Donc, ici, on veut adjoindre aux juges des professionnels issus d'autres domaines dont l'expertise viendrait en quelque sorte compléter la sienne et bonifier les services offerts aux justiciables. Un justiciable que l'on sait en quête non seulement d'un jugement, mais aussi d'une solution durable aux problèmes plus larges avec lesquels il est aux prises. Donc, pour ça, on prône une collaboration avec tous les intermédiaires et intervenants en mesure d'éclairer les acteurs judiciaires quant aux dimensions non juridiques des conflits et à la manière appropriée de les aborder et éventuellement de les régler. Un exemple de ces intermédiaires-là, ce serait par exemple le milieu communautaire. Multidisciplinarité veut également dire, pour les défenseurs du centrement, la mise en place d'un partenariat privilégié entre la justice et les autres services gouvernementaux, à commencer par la santé et les services sociaux. Donc, dans leur esprit, ça pourrait se faire dans le cadre d'un vaste continuum de services intégrés. Et l'intégration du système judiciaire dans un tel continuum, pour eux, ça va de pair avec la mise en place d'une première ligne de service qui serait délivrée en amont du processus judiciaire traditionnel. Cette première ligne, c'est ce qu'on appelle le secteur des services de règlement rapide ou SSRR. Donc, le SSRR, c'est un peu, si vous voulez, un nouveau point d'entrée dans le système. Il permet de tirer parti des divers services qui peuvent être offerts aux justiciables à l'extérieur de l'enceinte du palais. Et son principal objectif, c'est de traiter rapidement les problèmes juridiques du quotidien. Maintenant, sur le plan non plus matériel, mais bien géographique, on propose de rapprocher la justice du citoyen par la mise en place d'un guichet universel de greffe. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un guichet qui permet au justiciable d'introduire et de suivre son affaire dans n'importe quel palais de justice, donc le plus souvent celui qui se trouve le plus proche de son domicile. Donc ici, on veut lui éviter d'avoir à se déplacer dans une autre enceinte judiciaire si la juridiction compétente est éloignée de chez lui. De manière plus ambitieuse encore, on veut aller à la rencontre du citoyen par une véritable délocalisation de la justice. C'est-à-dire qu'on souhaite que la justice quitte l'espace restreint du palais pour investir d'autres lieux. Ces nouveaux lieux-là peuvent être, par exemple, des structures judiciaires, donc des structures qui font partie du système de justice officielle, mais qui ne constituent pas des tribunaux ni ne se situent en leur sein. Donc, un exemple de ça serait par exemple les maisons de justice et du droit telles qu'elles existent en France. Les nouveaux lieux de justice regroupent aussi des lieux qui, sans être judiciaires à proprement parler, sont spécifiquement voués au droit ou à la justice et se trouvent ici encore à l'extérieur du palais. Un exemple de ça, ça serait par exemple les centres de justice de proximité mis en place au Québec dans les dernières années. Enfin, la délocalisation de la justice signifie aussi qu'il devrait être possible d'accéder au droit et à la justice dans des lieux existants qui n'ont de prime abord rien à voir avec la chose judiciaire. Donc, ici, pensez par exemple à des centres commerciaux, des hôpitaux, les mairies, les lieux de culte, les bibliothèques publiques et j'en passe beaucoup. Donc, l'idée, c'est que ce sont des endroits que le citoyen connaît et fréquente et qu'il n'associe pas, et c'est tout l'objectif, à une prestation d'information ou de services juridiques. Donc, j'en viens au palais de justice qui est ma deuxième grande cible. Ici, les transformations prônées au tribunal renvoient autant aux modifications apportées au bâtiment lui-même, donc architecture, espace intérieur, qu'à son fonctionnement général. Donc, en d'autres termes, on plaide pour des changements à la fois structurels et organisationnels. Pour des exemples de changements structurels, pensez par exemple à un palais qui soit enfin universellement accessible, avec un accueil amélioré, une signalisation claire et efficace. Un palais plus convivial aussi, par exemple avec un nouveau décor, mais aussi avec de nouveaux locaux à vocation diverse. Des exemples de ça, ce serait par exemple un centre d'auto-assistance pour les justiciables non représentés ou encore carrément une salle de détente pour tous les citoyens, usagers ou non, qui sont stressés, pas bien de se retrouver au palais. Pour ce qui est des changements organisationnels maintenant, le plus évident, c'est le fait de revoir les heures d'ouverture
qui, on le sait, ne conviennent pas actuellement, donc pour accommoder les citoyens qui travaillent en journée durant la semaine. On peut aussi citer la réorganisation des postes qui composent l'ensemble du personnel judiciaire pour notamment confier plus de pouvoir et de responsabilités au personnel dit de première ligne. Il y a encore les nombreuses propositions qui ont trait à la création de nouveaux postes. Ici, j'en cite 2-3 exemples. Donc, personnes ressources, greffier personnellement jumelé à un justiciable, conseiller en tout genre. Toujours quant à la cible palais, en parallèle, on avance la nécessité de revoir le processus judiciaire en général, autant que la procédure civile en particulier. Donc, vous l'aurez compris, ce sont les changements dits processuels. Ici, il s'agit d'abord de simplifier enfin le processus judiciaire. Et là, on parle vraiment de tout simplifier. Là. Donc, la procédure, le langage, les pratiques, les formulaires, même l'habit de justice quand c'est nécessaire. On veut, en 2 mots, dépouiller tout le rituel judiciaire de sa complexité, de son formalisme excessif. Maintenant, il s'agit aussi de décliner la justice en plusieurs voies. Donc, ici, l'idée, c'est de mettre à la disposition du justiciable différentes avenues procédurales entre lesquelles il pourra choisir en fonction de ses besoins. Et ça implique notamment de lui proposer, en sus du processus judiciaire traditionnel, les solutions de rechange au procès, parmi lesquelles, vous l'aurez deviné, les modes alternatifs de règlement des conflits ou marques. Enfin, on parle de mettre la justice à l'heure des nouvelles technologies en informatisant le processus judiciaire le plus possible. Donc, pensez par exemple portail en ligne dernier cri, applications mobiles, bornes informatiques interactives et évidemment intelligence artificielle. Le virage technologique prôné par les tenants du recentrage rime encore dans leur esprit avec la résolution en ligne des conflits, qui est comprise ici comme la version électronique des marques. Donc, essentiellement une négociation, une conciliation, une médiation ou un arbitrage qui va se tenir en ligne plutôt qu'en personne. Et on plaide en particulier pour une forme de résolution en ligne des conflits qui soit intégrée à même le processus judiciaire dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le cybertribunal. Donc, c'est un terme qui s'entend d'une cour dont la procédure se tient surtout en ligne plutôt qu'au palais, ou encore mieux, qui est entièrement dématérialisée. Au niveau de la profession juridique maintenant, qui est la 3e grande cible, on plaide pour l'entrée en scène de nouveaux acteurs judiciaires, donc des acteurs dont on souhaite voir évoluer les mentalités et par là les pratiques. Donc, pour les tenants du recentrage, va témoigner de cette évolution-là un accent nouveau mis à la cour sur le service au justiciable et sur le traitement qu'il reçoit. Et ça, ça passe non seulement par un meilleur service à la clientèle, mais aussi par une véritable humanisation de la justice. Ça rime avec un justiciable qui a le sentiment d'avoir pu raconter son histoire, d'avoir été écouté, un justiciable qui estime avoir été traité avec courtoisie, civilité, respect, dignité même. Et ce sentiment-là, il est directement en fonction de toutes les personnes qu'il va croiser au palais. Donc, c'est l'idée qu'en bout de ligne, il dépend beaucoup, si vous voulez, des qualités personnelles et humaines des acteurs judiciaires au-delà de leurs compétences ou de leur savoir-faire. On sait aussi que les décideurs auront beau décréter qu'il faut mettre l'accent sur le service à l'usager, par exemple en incluant cette orientation nouvelle-là dans un énoncé de mission, une déclaration de principe ou encore une charte de service, on va en voir véritablement les fruits que si les acteurs judiciaires y adhèrent personnellement et démontrent une réelle volonté de la mettre en œuvre. Donc, autrement dit, ils vont devoir en faire une conviction personnelle. Et pour ça, il leur faudra embrasser collectivement une nouvelle culture judiciaire. Et en fait, c'est tout le centrement qui, aux yeux des tenants du recentrage, est conditionnel à un changement de culture au sein du milieu. À leur avis, donc, c'est un projet qui va se concrétiser seulement s'il gagne la tête, mais aussi le cœur des professionnels du droit et de la justice. J'en viens finalement à ma 4e cible. Donc, jusqu'ici, on a vu en quoi la mise en œuvre de la proposition de centrement suppose d'agir sur le système de justice, sur le palais de justice et enfin sur les acteurs judiciaires.
J'ai envie de dire que ces trois cibles-là n'ont rien pour surprendre. En effet, la proposition étant celle de faire du citoyen le cœur de la justice, bien, il tombe sous le sens que ceux qui l'avancent suggèrent une refonte de cette justice-là, à la fois sur le plan institutionnel et humain. Cela dit, à ces trois cibles, somme toute assez évidentes, s'en ajoute une quatrième qui est a priori, je pense, plus surprenante, qui est le citoyen. En effet, ceux qui plaident pour un recentrage souhaitent l'entrée en scène d'un nouveau citoyen. Dans leur esprit, ce citoyen-là va être non seulement informé en matière de droit et de justice, mais même formé en la matière. Dans l'éventualité où ce citoyen-là se trouve devant les tribunaux, si évidemment il ne parvient pas à l'éviter, bien, il va devenir justiciable, mais un justiciable lui aussi différent, parce que jouant enfin un rôle de premier plan dans le processus judiciaire. C'est l'idée de faire en sorte que le justiciable devienne un véritable acteur du processus, un statut qui lui fait actuellement défaut. Donc, on veut le rendre capable, ce qui suppose essentiellement accompagnement pour certains ou au contraire autonomisation pour d'autres. Donc, pour moi, l'existence même de cette quatrième cible du recentrage, c'est la principale faille du discours que j'ai étudié, ou à tout le moins, c'est le constat qui appelle la critique la plus évidente et à mon sens la plus importante. Donc, pensez-y. Ce citoyen profane que l'on dit vouloir mettre au centre du système, on en fait aussi une cible du recentrage. Le paradoxe est quand même important et c'est mon analyse thématique qui m'a permis de le mettre au jour. Donc, elle a mis en lumière des thèmes comme par exemple l'éducation juridique, l'information juridique, la participation du justiciable à la procédure, sa capacitation. Et là, je souligne évidemment que ces mesures-là en soi ne sont pas mauvaises, loin de là. C'est difficile d'être contre l'idée d'un citoyen qui est davantage formé ou informé en matière de droit et de justice. Et de la même manière, on ne peut pas vraiment, a priori, je pense, être opposé à l'idée d'une meilleure participation du justiciable au processus judiciaire. Donc, ce n'est pas de dire que ces mesures-là ne sont pas bonnes, c'est simplement de réaliser que ce sont toutes des mesures qui, ultimement, prennent pour cible le citoyen lui-même plutôt que l'institution judiciaire. Donc, c'est dire que ceux-là même qui nous disent vouloir changer le système de justice espèrent aussi, en réalité, voir le citoyen lui-même changer. Ce même citoyen que l'on disait pourtant être le destinataire principal de tout le projet de centrement. Donc, finalement, on en arrive au constat fort paradoxal et troublant même, je pense, d'un citoyen qui a, au final, une double identité, c'est-à-dire qu'il est tout à la fois le bénéficiaire et la cible du recentrage. Donc, c'est une des idées, je pense, une des principales idées à retenir de ma thèse, à savoir que derrière un discours qui, en apparence, prône la réforme ou la refonte du système de justice, se cache aussi la volonté de changer le citoyen lui-même. Maintenant, je conclurai en disant que pour moi, malgré tout, le discours de recentrage, il est utile, voire nécessaire pour plusieurs raisons. Je vais me contenter d'en rapporter 4 aujourd'hui. Donc, premièrement, d'un point de vue, je dirais, social, pour moi, le discours il est important dans le contexte d'une justice qui est inaccessible et d'une tendance à l'autoreprésentation en hausse. Ce sont deux phénomènes qui forcent, à mon avis, à penser la réforme en prenant comme point de départ le citoyen, comme le proposent justement les défenseurs du centrement. Deuxièmement, d'un point de vue davantage scientifique, son utilité réside notamment dans le fait qu'il remet au goût du jour la réflexion sur la réforme du système dans une perspective d'accès à la justice. Et ça, c'est un angle qu'on avait un peu perdu de vue, je trouve, depuis le virage extrajudiciaire pris par la recherche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est mis à chercher les solutions au problème de l'inaccessibilité presque exclusivement à l'extérieur du système officiel, au point de s'en désintéresser presque complètement. Et donc, selon moi, c'est une bonne chose que les tenants du recentrage viennent en quelque sorte braquer les projecteurs à nouveau sur ce système qui, autrement, continue de fonctionner comme il l'a toujours fait, c'est-à-dire un peu à l'abri des regards, en servant, c'est ça, une minorité de privilégiés, sans que personne ou trop peu de personnes s'en formalisent. Troisièmement, l'utilité du discours découle, à mon avis, du fait qu'il est porté par une critique qui mérite, je pense, d'être entendue.
Pourquoi? Mais d'abord parce qu'elle ne s'arrête pas au simple constat de l'inaccessibilité de la justice qu'on a dressée depuis longtemps déjà. Elle va plus loin en mettant de l'avant l'idée d'une justice qui est centrée sur elle-même, une idée que les tenants du recentrage démontrent, à mon avis, de manière convaincante. Pour moi, cette critique vise juste, notamment parce qu'elle pointe du doigt les vrais responsables et tous les responsables, ce qui revient à dire qu'elle accuse non seulement le système, mais aussi ses acteurs directement. En ça, bien, ceux qui l'avancent font preuve de lucidité, ou au sens où réaliste, pragmatique, ils jettent un regard franc et honnête sur le milieu judiciaire. Et puisque ce milieu-là est le leur, parce qu'on l'a vu, ils sont en majorité juristes, bien, ils font aussi preuve du même coup, non seulement de réflexivité, mais aussi de courage. Enfin, tout le discours de recentrage peut être vu comme un exercice d'empathie. Il part d'un souci véritable pour le citoyen et pour son sort, et il invite sans cesse à se mettre à sa place, à adopter son point de vue, sa perspective, pour non seulement voir le système tel qu'il est, c'est-à-dire tel qu'il apparaît à un usager profane, mais aussi pour le voir tel qu'il devrait être. Donc, cette démonstration d'empathie, pour moi, c'est une des grandes forces du discours et certainement un exemple à suivre pour qui cherche à réinventer la justice. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Je vais arrêter le partage. Voilà. Alors, merci beaucoup pour la présentation. C'était super intéressant. Donc, on va passer à la période des questions. Je vois déjà qu'il y a des questions. Je vais vous poser une ou deux petites questions de ma part, puis par la suite, on passera aux questions du public. D'accord. En fait, une première question que j'avais était par rapport au discours d'un point de vue conceptuel. Donc, on parle de placer les citoyens au centre du système et si je comprends bien votre présentation, ça semble découler du concept même du système de justice, c'est-à-dire que c'est un service public qui s'adresse aux citoyens. Je me demandais alors s'il y avait aussi des bases éthiques ou morales qui venaient soutenir ce discours-là. Par exemple, vous avez fini votre présentation en parlant de ce que le système devrait être. Et ce type de questions, habituellement, c'est des questions qui portent une couleur éthique. Donc, je me demandais si dans les discours que vous avez recensés, il y avait un accompagnement de quelque chose d'éthique ou si c'était purement les concepts même du système juridique, qu'est-ce qu'il devrait être. Mm-hmm. Oui, oui, je pense qu'il y a vraiment très, très clairement une base éthique. On peut parler aussi carrément, je pense, d'idéologie. Très certainement, il y a des valeurs en jeu. Je dirais que la décision de voir le système de justice comme un service public d'abord et avant tout, c'est très nettement connoté idéologiquement. Puis le mot éthique est tout à fait à propos. Et puis, bon, c'est un sujet que je couvre dans ma thèse que je n'ai pas intégré à ma présentation pour des raisons évidentes, là, mais oui, vous voyez juste à ce niveau-là, clairement. C'est plus vaste que ça, je pense. Et puis, tout le souci, en fait, de l'accès à la justice aussi, au final, peut être amené à sa propre conception de la justice, à ses propres idéaux, ses propres valeurs. Donc, oui, je dirais que c'est présent, tout à fait. Mm. Puis, à ces niveaux-là, est-ce que les justifications d'un point de vue éthique seraient des justifications qui s'appliquent à tous les acteurs ou à tous les systèmes en général, ou est-ce que ce serait, dépendamment de la perspective de chacun des acteurs, disons par exemple les obligations d'un juge comparativement à celles d'un avocat ou une avocate sont différentes, donc est-ce que les justifications éthiques viennent faire en sorte que chaque acteur aurait des tâches différentes ou des rôles différents et que peut-être même certains acteurs n'auraient pas nécessairement des grands rôles à jouer? Dans le sens où, par exemple, si on parle d'un service public au niveau de la justice, j'ai l'impression que c'est surtout au niveau des juges et du système juridique qu'on aurait une obligation morale très concrète et que pour un avocat, une avocate ou même pour un parajuriste, ce serait plus une question d'un choix éthique qu'on en ferait, si on travaille pour l'accessibilité ou non, si on travaille pour placer le justiciable au centre ou non. Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui s'applique à tout le monde de manière homogène? Ben, je pense, non, homogène, c'est sûr que ça va dépendre du rôle joué. Je veux dire, quand on parle, par exemple, d'un changement de culture, d'un accent mis sur le service à l'usager, bon, vous avez raison de dire que c'est
plus immédiatement pertinent pour vraiment les acteurs du système de justice compris restrictivement, comme le palais, puis les personnes qui naviguent au sein du palais, qui travaillent là-bas. Uniformément, non, évidemment, parce que selon le rôle de chacun, ça va se comprendre différemment. Un juge ne fait pas le même travail qu'un membre du personnel judiciaire. On se comprend là-dessus. Au niveau des avocats, maintenant, c'est intéressant parce que votre question m'amène à faire une précision. En fait, cette idée, moi, je l'ai étudiée à l'échelle, je dirais, de l'institution judiciaire et du rapport, je dirais, direct entre le citoyen et le système. Et donc, j'ai pris la décision pour des questions de faisabilité de ne pas m'intéresser à la relation directe entre l'avocat et son client, mais bien d'essayer de voir comment ça pourrait être traduit en pratique, cette idée, comme je l'ai dit, entre le citoyen directement vers le système et ses acteurs. Par contre, il faut savoir que ce discours-là est également tenu dans le cadre d'une relation avocat-client, qui est une facette que j'ai, pour des raisons pour bien cerner la portée de ma thèse, j'ai décidé de mettre de côté. Mais vous avez raison de dire qu'il y a des nuances à faire à ce niveau-là. Par contre, c'est sûr que il y a des points communs très certainement. Puis je pense que ça part d'un même souci qu'on s'intéresse à la relation avocat-client ou au rapport direct entre le citoyen et le système. Mais effectivement, comme vous le dites, avec des nuances à faire en fonction du métier de chacun, très certainement. Ouais. Puis sinon, une deuxième question, j'ai vraiment trouvé intéressant comment vous avez mis d'un point de vue visuel les différentes possibilités qu'on aurait d'un point de vue pratique, les différents changements qu'on pourrait mettre en place. Je me demandais si, dans les discours que vous avez recensés, est-ce qu'on voit les quatre paramètres que vous avez ciblés, est-ce qu'on les voit comme formant en quelque sorte un cercle vertueux où on travaillerait sur chacune des dimensions en même temps, ou est-ce qu'il faudrait commencer par une des dimensions en particulier? Tout ça ayant l'esprit en arrière-plan, la question du paradoxe que vous avez souligné, à savoir qu'on met les justiciables comme l'objet même du discours, mais en même temps comme un participant à quelque part. Donc, comment qu'on travaille ces quatre dimensions? Est-ce que c'est en même temps? Est-ce que c'est chacune, pas nécessairement isolement, mais commençant par une pour ensuite passer à l'autre, etc.? C'est une vraiment bonne question. En fait, cette conceptualisation par cible, c'est de mon cru, puis c'était pour tenter de mettre de l'ordre un peu dans une masse de mesures concrètes qu'il n'y en avait pas du tout. C'est-à-dire que quand on fait une analyse thématique de tous ces documents-là sous l'optique de la question du comment recentrer, on finit avec une longue liste de mesures vraiment qui vont dans tous les sens un peu. C'est-à-dire, on voit aussi, c'est un signe du fait que ce discours-là n'est pas forcément parvenu complètement à maturité sur la question du comment. On est beaucoup plus solide sur la portion critique, les fondements justificatifs. Par contre, quand on en vient à parler du comment, il y a beaucoup de mesures qui sont avancées, mais je dirais un peu sans ordre, sans plan d'action, sans vraiment plan de match précis. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est d'abord, j'ai laissé de côté l'idée de faire une chronologie parce que je me suis rendu compte que ce qui était proposé, comme vous le dites, n'était pas du tout, en fait, pour répondre à votre question, n'était pas du tout pensé d'une façon logique au niveau du temps. Donc, il n'y a pas de chronologie là. Ça pourrait être intéressant d'essayer d'en faire une, mais je pense vraiment que ça serait difficile, en fait, parce que la catégorisation par cible me semble, au final, c'est celle que j'ai retenue, notamment parce que ça permettait de faire apparaître les niveaux d'action, comme je l'ai dit, les échelles, mais aussi les responsabilités de chacun. Et puis, je pense que c'est la façon la plus pragmatique d'approcher ce projet de centrement-là, parce qu'effectivement, chronologiquement, sans dire ici que c'est impossible, juste parce que moi, je n'ai pas été capable de le faire avec la matière dont j'avais, je pense que c'est mieux d'y voir... c'est mieux de mettre cette tentative-là de côté. Par rapport au cercle, puis le fait qu'on fait tout ça en même temps, c'est difficile à répondre. J'ai l'impression que dans le contexte actuel, mettons que demain matin, là, le ministre, ça il tente de mettre tout ça en pratique, je pense que ce serait plutôt peut-être le court terme, moyen terme, long terme. C'est de regarder dans ces mesures-là qu'est-ce qui peut être fait dans l'immédiat, qui ne coûte pas trop cher, parce qu'on sait que ça, c'est une considération.
Puis c'est une autre des choses dont je n'ai pas eu le temps de traiter, mais je veux dire, dans ces mesures-là, il y en a qui sont immédiatement applicables parce que réalistes au plan des moyens qu'on a. Puis il y en a d'autres qui, franchement, sont très ambitieuses, là, tu sais, puis demain matin, on ne mettra pas en place un cybertribunal dans toutes les matières. Demain matin, même le guichet universel, ça prend du temps, je veux dire, et des moyens. Donc, je pense que ça serait plus là, si on voulait vraiment prendre tout ça puis y aller avec un plan de match, ça serait plus court, moyen terme en fonction des moyens. C'est comme ça, je pense, qu'on en viendrait à quelque chose de plus concret. OK. Puis en sous-question par rapport à ça, par rapport au paradoxe que vous avez souligné, à quelque part, la réforme du système en même temps d'échanger des citoyens, du fait qu'il y a l'intention du discours et les concepts qui sont au cœur du discours. Je me demandais comment on pourrait opérer l'évaluation du changement, puisque à quelque part, ce sera les citoyens lui-même ou elle-même qui devra nous dire oui, vous êtes parvenu à faire un changement positif dans mon expérience, mais ça présuppose que cette personne-là comprendrait effectivement ce qui serait la bonne expérience, ou est-ce qu'on va vraiment articuler l'évaluation juste sur l'expérience des monsieur, madame, tout le monde, ou est-ce qu'on vise plutôt à avoir un citoyen éduqué d'un point de vue juridique qui pourrait nous donner un certain feedback à la fois sur son expérience et ce qui pourrait être modifié dans l'avenir, disons? Bien, d'abord, j'ai envie de dire déjà que l'évaluation, toute l'idée d'évaluation du système, c'est une des composantes pratiques de l'idée. Donc déjà, concrètement, quand on dit placer le citoyen au cœur du système, ça veut notamment dire permettre aux citoyens d'évaluer ce système-là. Et là, je parle de citoyen au sens large parce que ça peut être autant le justiciable qui a eu donc une expérience judiciaire que la personne qui n'en a pas eu, mais qui a quand même des choses à dire par rapport à ses attentes et ses besoins de justice. Ça peut être, ça peut être une évaluation a posteriori, comme ça peut être une évaluation a priori. Peut-être qu'à ce moment-là, le terme évaluation n'est pas le bon, mais déjà de savoir que l'évaluation, c'est vraiment une des mesures qui est prônée. Maintenant, effectivement, il y a plein de nuances à faire. Est-ce qu'on demande, ça c'est une question qui est débattue, là, à qui on demande? Est-ce qu'on demande juste à la personne qui a une expérience parce que cette personne-là est devenue compétente au sens où elle a des choses à dire parce qu'elle en a fait l'expérience? Ou c'est ça, est-ce qu'on demande à tout le monde? Puis là, ça reprend la forme, par exemple, plus de sondage, d'opinion grande échelle, pour tenter de sonder la population, puis de vraiment comprendre ses attentes et besoins, parce que ça, c'est un des sens. Quand j'ai fait la liste des commandements, l'idée de viser la satisfaction des attentes et des besoins, je dirais que c'est vraiment le sens premier de l'idée de recentrage. Puis quand on essaie de comprendre ce que ça veut dire concrètement, comment on fait pour y arriver, c'est quand même une question qui est pas mal complexe, là, qui passe notamment par des sondages, un feedback, une rétroaction sur le système par l'usager. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment, mais c'est juste de dire qu'au final, dans la documentation, il y a beaucoup de propositions qui sont faites à ces deux échelles-là. Puis parfois, on a plus de questions que de réponses, en fait. Je dirais que c'est... Puis, on retombe sur ce que j'ai dit précédemment, à savoir que c'est un beau projet qui s'appuie, je pense, sur des bases solides au plan des justifications, mais qu'au plan pratique, il y a quand même encore beaucoup de travail à faire sur comment débroussailler tout ça, puis comment vraiment en faire un projet d'avenir. Là. Très bien, merci beaucoup. Mais oui, vous avez répondu à ma question qui est... Mais ça, c'est une question qui est très complexe, j'imagine. Ouais, ouais. C'est difficile à définir comme sujet, à quelque part, évaluer le système de justice tel que l'usager peut avoir son expérience, disons. Je vais tout de suite passer aux questions du public, si vous me le permettez. Donc, je vais commencer par d'abord un premier commentaire de Pierre Lafont qui vous dit « Bravo Cléa, magnifique analyse du sujet, je suis impressionné. Il faut absolument publier votre thèse qui sera très utile pour la communauté juridique et pour l'avancement de la réforme du système judiciaire. » Par ailleurs, il y a Michel qui est bien d'accord avec ces commentaires. Par la suite, nous avons une question de Ivan Fonseca qui vous demande les 3 premiers volets du changement, système, tribunal, acteur, sont-ils toujours présentés de manière conditionnelle au 4e, c'est-à-dire les citoyens? De manière conditionnelle, c'est intéressant. Je ne suis pas sûre complètement de saisir
le sens, potentiellement de manière conditionnelle au quatrième. C'est sûr que je pense pas non qu'on peut parler de ça parce que moi, comment j'ai évalué la chose, c'est vraiment des cibles qui sont distinctes l'une de l'autre, puis les mesures de chacune ne se recoupent pas. Donc, en ce sens-là, je pense qu'on peut parler de silos un peu. Fait que je dirais pas qu'il y a une condition. Par contre, c'est sûr que en arrière-plan, la personne qui est la plus importante, c'est le citoyen. Donc, en ce sens-là, oui, mais pas. C'est parce qu'il faudrait voir la liste associée à chacune des cibles, puis vous comprendriez à ce moment-là qu'on parle de choses quand même très différentes euh, à chaque niveau d'action. Donc, voilà, je pense qu'il faut comprendre ça comme ça. C'est deux questions séparées, là. Ouais. Donc, on va passer à une prochaine des Katia Bertrand. Concernant les besoins d'agir sur les systèmes de justice et des acteurs judiciaires dans le but d'augmenter l'accessibilité du système aux citoyens et dans l'optique d'incorporer des nouveaux acteurs et des nouveaux lieux et points de service aux citoyens, quels pourraient être, selon vous, les rôles confiés par les systèmes de justice aux notaires, lesquels sont aussi formés en droit pour les intégrer comme acteurs judiciaires et comment éduquer les citoyens à les voir comme tels? C'est intéressant. Écoutez, pour être totalement honnête, c'était pas une des mesures recensées dans le cadre de mes travaux, mais je trouve ça très intéressant parce qu'il me semble qu'effectivement, c'est tout à fait logique et sensé de voir les notaires comme je veux dire, ces nouveaux acteurs qui pourraient faire beaucoup, je pense, dans une perspective de recentrage. Donc, bien honnêtement, j'ai rien à offrir d'autre que ça pour l'instant, juste parce que, bon, c'est pas une. Parce que moi, il faut savoir que, comme je l'ai dit au début, je n'ai pas répondu personnellement à la question, au sens où il y en avait tellement à faire avec les mesures concrètes proposées dans la littérature que je me suis tenue à ces mesures-là. Puis comme les notaires n'étaient pas une de ces mesures-là, ben, malheureusement, j'ai rien à dire de très pertinent sur eux. Mais je trouve l'idée très bonne, cela dit. On sait que les notaires sont des nouveaux acteurs de la justice participative, euh, ou en tout cas souhaitent l'être. Donc, je vois un lien à faire très certainement à ce niveau-là. Donc, une prochaine question de Stéphane. Il existe des personnes en droit de la famille qui ne font pas confiance aux avocats. Ils se représentent seuls, pas pour une question d'argent. Ils croient avoir raison et que les juges les écoutera et leur rendra justice avec un grand J. Avez-vous parlé des juges en chambre ou des greffiers spéciaux, salle 206, 207? C'est très malaisant pour les avocats dans les salles de voir ces personnes. Euh, alors moi, j'ai fait une analyse de contenu sur document, ce qui veut dire que malheureusement, je n'ai pas été jusqu'à l'étape des entrevues avec les juges, avec les avocats, qui aurait été extrêmement intéressante. Mais c'est une étape que j'ai dû laisser de côté pour une raison, encore une fois, plate de faisabilité. Donc non, je n'ai pas recueilli des témoignages d'acteurs qui travaillent actuellement dans le système. La question des personnes non représentées, effectivement, est très pertinente, très en lien avec mon sujet. Une des choses que j'ai faites, par contre, dans le cadre de mon travail, c'est de montrer en quoi, quand j'ai parlé des fondements plus factuels là, du discours, où j'ai présenté les grandes lignes de la critique sous-jacente à tout le discours, donc toute l'idée d'une justice qui est distante, puis les raisons pour lesquelles elle l'est. Ce que j'ai fait, par contre, c'est que j'ai mis en parallèle ce discours-là avec toute la littérature dont on dispose sur les personnes non représentées pour montrer qu'il y avait vraiment parallélisme. Et donc, pour moi, l'expérience des personnes non représentées vient valider en quelque sorte tout l'argumentaire des tenants du recentrage, en ce sens que je pense qu'on peut y voir la preuve, en fait, qu'ils disent vrai quand ils parlent d'une justice distante, centrée sur elle-même et sur ses besoins. Donc, voilà ce que j'arrête. Mais effectivement, c'est une problématique. Soit, on réfléchit aux solutions actuellement, mais on n'en est pas là. C'est pas, certainement pas quelque chose qui est résolu. Et comme je l'ai dit à la toute fin, pour moi, ça vient vraiment valider l'utilité de ce discours-là parce que qui d'autre de mieux placé que le justiciable non représenté pour nous éclairer, en fait, là, sur ces questions-là, je pense. Tout à fait. Donc, une nouvelle question de Raoul Mariano en anglais.
Congratulations for your work. Being a judge myself in Brazil, I could not agree more with le recentrage du citoyen au cœur du système and its importance to access to justice. But in this context, at your view, how is automation and artificial intelligence used by the justice system interfering with access to justice in Canada or in the world? So I would say I'm no expert in artificial intelligence. I know a bit about it partly because I used to work at the Cyber Justice Lab, and the Cyber Justice Lab is actually looking into these questions. So, I mean, I wouldn't put the two in a position, because you say automation and artificial intelligence, and then you say interfering with access to justice. I think that might be true, but it might also be true that it can also be a tool to actually increase access to justice. But of course, there's debate. There are lots of critical. Critics, you can also look at it from a critical point of view, is what I'm trying to say. And there's good and bad there. We don't master this topic just yet, and we need to look into it carefully to see what can be done and what we have to pay attention to, so that we don't increase the problem instead of trying to resolve it. So yeah, I would say I'm also very interested in this issue and question, and it's something I will look into more in the future in the context of my own work. But at this moment, I don't really have anything other than what I just said to add in relation to this question. Merci beaucoup. Donc, une avant-dernière question d'Adeline Audrery. Merci beaucoup, Cléa, pour cette belle présentation. Quel lien as-tu observé dans tes données entre l'idée des recentrages et les modes des préventions et règlements des différends? Les modes de prévention et règlements différents sont-ils présentés comme un mode de recentrer les citoyens au cœur du système, ou plutôt une mesure en dehors du judiciaire, comme tu en citais à la fin de la présentation? C'est les deux, en fait. Les modes alternatifs intégrés au système, c'est une des mesures dont je parlais quand je parlais d'une justice à plusieurs voies, qui est un des trucs dont j'ai parlé dans les mesures associées au palais, à la cible palais. Donc, clairement, les modes alternatifs au palais dans le processus judiciaire classique, c'est une des composantes pratiques de l'idée. Maintenant, c'est aussi vrai qu'on plaide pour cette justice participative, qu'on va aller chercher plus à l'extérieur du système judiciaire traditionnel. Une chose que je n'ai pas eu l'occasion de dire, mais qui est importante, c'est que la définition même du système de justice dans le cadre de l'argumentaire des tenants du recentrage, elle est très vaste. Donc, c'est plus simplement le système judiciaire traditionnel entendu de l'ensemble des tribunaux administratifs et judiciaires. C'est vraiment une notion beaucoup plus vaste qui vient vraiment sortir, c'est ça, du cadre restreint du palais pour vraiment, c'est ça. J'ai parlé d'un continuum de services intégrés. On pourrait aussi parler d'un système qui est un peu tentaculaire, qui a toutes sortes de liens avec l'extérieur. Et clairement, quand on va chercher, comme citoyen, on va chercher justice avec, par exemple, une médiation privée ou des modes alternatifs avec un notaire, par exemple, on s'inscrit tout à fait dans une logique de recentrage aussi. Donc, c'est tout ça pour dire que le système de justice est entendu extrêmement largement, et donc, oui, on intègre à ça des mesures à l'extérieur des tribunaux comme tels. Oui. Merci. Et une dernière question de Marja Théberge. En matière pénale et criminelle, vos travaux vous ont-ils permis de vous pencher sur des programmes d'adaptabilité, PAJ, CM, PAJ-SIC, PTTCQ, PTC? Personnellement, ça ne me dit rien, je ne sais pas si ça peut vous aider. Ou les programmes offrant de la justice réparatrice, c'est-à-dire les programmes que le ministère de la Justice développe ou coordonne pour adapter la justice aux différents types de clientèles selon leur vulnérabilité ou problématiques en matière d'itinérance, de santé mentale, de toxicomanie ou pour autochtones. Donc, ces programmes visent la réinsertion et la réhabilitation du contrevenant tout en tenant compte de l'intérêt de la victime et de la collectivité. Ces programmes sont-ils des actions concrètes pour remplacer les citoyens au cœur du système, permettant d'échanger la culture du milieu judiciaire? Bien, spontanément, j'ai envie de dire oui. Par contre, il faut signaler que moi, je me suis concentrée sur la justice civile.
C'est toutes des choix que j'ai faits au début pour des raisons de faisabilité. Donc, je ne pouvais pas aller voir du côté criminel juste parce que c'était trop long et irréaliste. Mais quand le petit paragraphe que j'ai devant les yeux, clairement, je vois des liens avec ce que j'ai pu lire en matière civile et il me semble que ça serait logique d'y voir, oui, des mesures concrètes pour replacer le citoyen au cœur du système. Aussi, c'est un discours, je tiens à dire, qui a des échos aussi en matière criminelle. Je sais que c'est un des sous-domaines dans lequel l'idée est entendue. Par contre, c'est ça, comme je l'ai dit, c'est tout un pan que j'ai mis de côté, donc je ne peux pas répondre avec certitude, mais j'ai l'impression que oui, juste à la lecture de ce que vous notez, la vulnérabilité, bon, tout ça, ça me semble tout à fait dans la même lignée, là. Donc, tout d'abord, merci beaucoup, Maître Yabarane Turcotte. C'était très intéressant. Merci beaucoup pour vos réponses. La clarification conceptuelle que vous avez faite au niveau de la selle citoyenne et surtout au niveau de l'accessibilité à la justice en général, en tout cas pour moi, était vraiment très enrichissante. Ça m'a permis de vraiment clarifier beaucoup des choses qu'on a souvent à l'esprit lorsqu'on pense à ce genre d'enjeux-là, qui sont effectivement extrêmement complexes, mais avec cette clarification-là, on peut déjà commencer à y réfléchir un peu mieux. Merci aussi au public pour leur participation, pour leurs questions.